de la Côte d'Ivoire repose pour une grande partie sur l'agriculture. Cela ne s'est jamais démenti. Ce secteur a constitué un principal moteur de la croissance de notre pays jusqu'au début des années 80. C'est vrai qu'il y a eu un ralentissement après, mais le secteur agricole constitue toujours un élément essentiel de notre développement. Pour preuve, il emploie plus de 2/3 de la population active du pays. Ce secteur est donc important et c'est en raison justement de son importance qu'il est l'objet d'une compétition vive. L'accès à la terre devient en conséquence source de conflits parfois meurtriers, alimenté par les crises économiques, la pression démographique, et puis le fait que la terre se raréfie, et puis malheureusement, il y a la non-diversification des sources de revenus des populations rurales. Donc, la terre devient le principal, parfois le seul intérêt. Et la loi de 98 apparaît comme une solution aux problèmes qui viennent d'être révélés. Alors pour la situation antérieure, nous sommes partis de la période avant la colonisation. Alors les terres appartenaient à toute la communauté et puis elles étaient administrées par le monarque traditionnel suivant les coutumes propres à chaque peuple. Et puis il y a eu la colonisation avec un système qui est parti d'un monsieur qu'on appelle ici Richard Torrens. C'était un colonisateur, comme on a eu une autre Chaplain. Lui, il était en Australie. Et puis il a rationalisé un système mieux connu de mon grand frère Cissé que de moi, qui est le système de l'immatriculation des terres. À la faveur de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté internationale, le système a été reconduit parce que c'est un système qui rend les tenants de pouvoir, je ne dis pas les personnes physiques, mais ceux qui ont le pouvoir. À l'époque, c'était le colonisateur. Avec les indépendances, c'est devenu l'État. Donc l'État s'est proclamé propriétaire de toutes les terres, quitte pour l'État à attribuer la propriété aux individus qui en font la demande. C'est ainsi que nous avons connu un système dans lequel il n'était pas possible de céder les terres entre les individus. L'État reconnaissait des droits coutumiers, mais des droits coutumiers qui n'étaient pas susceptibles de réception. C'est-à-dire que ces droits coutumiers-là, c'était des droits d'usage. On a le droit d'utiliser le sol, mais on ne peut pas vendre ces terres. C'est ce qui était affirmé clairement avant la loi de 1998. La conséquence, c'est que pour accéder à la propriété, il fallait passer par ce qu'on appelait les concessions. Il y en avait de trois sortes. Les concessions provisoires, sous réserve des droits des tiers, c'était des concessions que l'État accordait sur des terres qui n'étaient pas encore immatriculées en son nom. Il y avait également les concessions provisoires pures et simples, qui étaient des concessions que l'État accordait sur des terres déjà immatriculées. Et puis enfin les concessions définitives, qui étaient l'aboutissement des deux concessions qui précèdent. Donc c'était le seul mode d'acquisition, d'accès à la propriété. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme le texte le disait, et que cela vient d'être évoqué, parce que même si
gouvernement a présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale, projet de loi qui va devenir la loi de 1998. Ce qu'on peut rappeler là-dessus, c'est que cette loi a été adoptée à l'unanimité après une large consultation des populations, et les propositions qui ont été faites par ces populations-là ont été prises en compte, de sorte que le vote de la loi a été acquis à l'unanimité de tous les parlementaires qui étaient présents à l'Assemblée nationale à cette époque. Il y avait le RDR, bien sûr, il y avait le PDCI, il y avait le FPI, et puis les indépendants. Alors la loi a été promulguée le 23 décembre 1998 et elle a été publiée au journal officiel le 14 janvier 1999. Donc, elle est entrée en vigueur depuis ce 14 janvier 1999. Alors, la loi a subi deux modifications principalement. Et ces modifications-là, on en a beaucoup parlé. Parfois, pas de la bonne façon. La première concernait l'article 26, qui a été modifié à l'issue de la table ronde de l'INAS Mapoussi. Et ce dont il était question, c'est que, on va y revenir, mais la loi prévoit que ne peuvent être propriétaires des terres que les seuls Ivoiriens, les personnes physiques ivoiriennes, l'État et puis la collectivité publique. Alors, ce que la loi prévoyait initialement, c'est que si je suis, moi, un Français de nationalité et que je suis propriétaire de la terre avant la loi de 98, je reste propriétaire de la terre. Mais si je ne vis plus, mes enfants ne peuvent pas hériter de moi. Donc, l'État va s'approprier ma terre et puis il va éventuellement passer un contrat de bail emphytéotique avec mes héritiers. Évidemment, cela n'était pas conforme avec nos lois, notamment la loi sur la succession, qui reconnaît quand même le droit aux descendants d'une personne décédée d'hériter d'elle. Donc cette modification est intervenue pour permettre aux descendants des non-ivoiriens qui ont acquis la propriété de la terre avant la loi de 98 d'hériter de leurs parents. La deuxième modification, elle est plus récente, elle date de septembre 2013. Et vous savez que la loi avait prévu un délai de 10 ans pour permettre à toutes les personnes, comme nos honorables autorités qui sont à ma droite, qui détiennent des droits coutumiers, de faire constater ces droits coutumiers-là pour se faire délivrer des certificats de propriété et pour aller à l'immatriculation de leurs terres pour en devenir véritablement des propriétaires. Malheureusement, lorsque ce délai de 10 ans s'est écoulé, le travail n'avait pas été fait. Alors je parle surtout de ce délai de 10 ans, mais il y en a deux. Il y a le délai de 10 ans pour les terres coutumières et il y a un autre délai qui était initialement de 3 ans pour les terres concédées. Nous avons vu les différents types de concessions tout à l'heure. Donc, ceux qui avaient des concessions avaient 3 ans pour aller à la pleine propriété et ceux qui avaient des droits coutumiers, 10 ans pour faire constater ces droits coutumiers. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir. Mais je vous indiquais que la loi est entrée en vigueur depuis janvier 1999. C'est cette même année qu'il y a eu le coup d'État. Et l'année d'après, il y a eu des élections compliquées. Et 2 années après, il y a eu d'autres complications socio-politiques. Et en réalité, la loi n'a pas eu le temps d'être appliquée véritablement. Donc, le Parlement a accepté de voter cette loi-là en septembre 2013 pour accorder de nouveaux délais. 5 ans désormais pour les terres concédées et 10 nouvelles années pour les terres sur lesquelles sont
détenu des droits coutumiers. Alors, ce que je voudrais dire avant de continuer, c'est que si ces 10 années passent sans que les détenteurs de droits coutumiers les aient fait constater, ces terres-là sont considérées comme vacantes et l'État en devient le propriétaire. C'est ça l'intérêt de la chose. Donc, ce n'est pas 10 années qui sont données juste comme ça pour remplir la loi, mais c'est vraiment pour permettre à celui qui prétend qu'il détient des droits coutumiers de les faire constater. Je vous ai dit qu'avant, l'État était le propriétaire de toutes les terres. Et à un moment, il se dit, mais il y a quand même des droits coutumiers, donc on donne un délai. Et celui qui dit qu'il a des droits coutumiers, il en fait la demande de certificat foncier, on fait une enquête, on lui délivre un certificat foncier, on constate ses droits. Mais il y a eu 10 ans, rien n'est fait, il y a eu 10 nouvelles années, ça va faire 20 ans. Si après 20 ans, quelqu'un dit qu'il a des droits coutumiers, et puis il ne les a pas fait constater, je n'ose pas le dire parce qu'il y a les doyens qui sont là, mais c'est un menteur. 20 ans, quelqu'un qui dit qu'il a un droit, on lui demande de venir le faire constater et qu'il ne peut pas le faire, il y a quand même un problème. Et l'État serait en droit de reprendre ces terres-là pour en devenir le propriétaire, comme par le passé. Alors l'objet de la loi, nous l'avons déjà indiqué, c'est de transformer les droits coutumiers, qui sont de simples droits d'usage, en droits de propriété, avec tous les attributs de la propriété. Tous les attributs de la propriété, monsieur le secrétaire national au foncier vous le confirmera, il y en a 3. C'est ce qu'on appelle le droit d'user de la chose, le fructus, le droit de jouir du fruit de la chose, et puis l'abusus, le droit de vendre, d'aliéner la chose. Donc c'est lorsque on a la propriété qu'on peut vendre une terre. Alors la pratique qui consiste à vendre des terres sur lesquelles on n'a que des droits coutumiers, c'est une pratique qui est totalement illégale. Voilà. Alors les objectifs de la loi sont énumérés là, fournir un cadre juridique précis pour régler les conflits. Avant, il n'y avait pas de texte précis, les textes étaient des textes coloniaux, on trouvait dans un recueil ici, d'autres dans d'autres recueils. Là, on a tous les textes rassemblés dans un document unique. Sur le secrétaire national, nous avons un recueil et nous en avons apporté une vingtaine de copies que nous allons vous remettre tout à l'heure. Instaurer la sécurité foncière par la clarification des droits, c'est-à-dire une fois qu'on sait qui détient des droits coutumiers, la situation est claire et puis il n'y a plus de palabres, excusez-moi de le dire de façon aussi triviale, mais c'est cela la réalité. Sécuriser les investissements dans le domaine foncier rural. Vous savez que les investissements dans ce domaine-là coûtent parfois très cher. Pour les bananes de dessert, je discutais avec un expert de l'Union européenne qui me dit que pour investir sur un hectare, c'est dans l'ordre de 15 000 €, c'est-à-dire à peu près 10 millions de francs. Donc si quelqu'un a un seul hectare, il ne peut pas faire de bananes de dessert, il faut en avoir plusieurs pour que ça puisse rapporter. Alors investir 10 millions de francs sur un hectare de terre dont on n'est pas sûr de qui détient les droits, si des complications surgissent, c'est un investissement lourd qui sera perdu. Et la loi de 1998 permet d'éviter justement ce genre de perte. Il y a également un avantage notable, qui est de pouvoir donner la terre en garantie pour contracter des prêts. Et pour moi, c'est l'avantage le plus important, parce que nous savons que dans nos contrées, nous avons une gestion plutôt passive des terres. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a 100, 200 hectares, mais en réalité, il ne les exploite pas parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Alors sur 200 hectares, il va exploiter 3 hectares où il fait un peu de café ou de cacao pour scolariser ses enfants, et puis 1 ou 2 hectares pour planter un peu de riz pour se nourrir. Et puis tout le reste, il n'en fait rien. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Or,
si on peut donner la terre en garantie auprès d'une banque pour contracter un prêt, alors on aura les moyens de mettre véritablement la terre en valeur et on aura les moyens de rembourser le crédit. Et c'est ça qui crée de la richesse. Si vous vous renseignez auprès de tous ceux qui sont un peu riches à Abidjan parce qu'ils ont des immeubles, on se demande parfois mais comment une seule personne peut avoir lui seul 3 immeubles. Le principe il est simple, c'est-à-dire que quand il a réussi à construire un immeuble, il le donne à garantie, il prend un prêt qui lui permet de construire un autre immeuble, et puis ainsi de suite. Donc la terre, qui est une richesse, elle doit devenir une source de richesse. Elle peut devenir une source de richesse. Et pour ça, il faut avoir juste les papiers pour pouvoir obtenir des prêts et pour les mettre en valeur de façon utile. Alors, la loi donne quelques définitions sur lesquelles nous allons passer rapidement. Le domaine foncier rural, c'est un domaine qui est hors du domaine public. Vous savez qu'actuellement, il y a eu des petits problèmes avec l'espace qui a été occupé entre la lagune et la voie publique. Le domaine public, c'est un domaine qui ne peut pas faire l'objet d'une appropriation privée. Et ce domaine-là, il ne concerne pas le domaine foncier rural. Si une terre est dans les périmètres urbains, c'est-à-dire dans les villes, dans les districts, ce n'est pas du domaine foncier rural. Dans les zones d'aménagement différées, ça n'est pas non plus dans le domaine foncier rural. Et c'est la même chose pour le domaine forestier classé. Si on est en forêt classée, on n'est pas dans le domaine foncier rural. Donc le domaine foncier rural, c'est le domaine qui reste lorsqu'on enlève tout ce que je viens d'énumérer. Alors, toujours dans les définitions, on a 2 composantes essentielles du domaine foncier rural. Il y a le domaine foncier rural coutumier et puis celui qui est concédé. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour le domaine foncier rural coutumier, c'est un domaine qui est constitué des terres sur lesquelles, selon la loi, s'exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et puis des droits coutumiers cédés à des tiers. Par cédés à des tiers, il faut bien entendu entendre des droits coutumiers cédés avant l'entrée en vigueur de la loi de 98. Ce que je vous ai dit, que c'est pour régler les problèmes posés par les cessions illégales que la loi de 98 est intervenue. Donc la loi de 98 ne peut pas cautionner